En fait, l'idée, c'est Hyperlane, ne nous parlez pas. Ne nous parlez surtout pas. Parce que si on vous parle, c'est-à-dire qu'il y a un problème. La force d'Hyperlane là-dessus, c'est que n'importe qui peut créer ses propres ponts, ses propres bridges. Est-ce qu'il y a un problème, on va dire, un problème, la liquidité dans la crypto est un peu fragmentée. Donc en fait, imaginez un blockchain comme un ordinateur où vous pouvez faire plein de choses à l'intérieur de cet ordinateur, mais en fait, vous ne pouvez pas, par design, envoyer à un autre ordinateur. Et d'ailleurs, toi, comment tu vois un peu Ethereum actuellement avec tous les problématiques qui sont entre guillemets soulevées? Quand il y a quelque chose de grand, ça prend plus de temps, malheureusement. L'Europe, selon les Américains, c'est un peu plus lent. Voilà, ça prend plus de temps. Ça prend des décisions parfois 2 ans plus tard. Et quand on les prend 2 ans plus tard, ben on s'applaudit les avoir pris. Mais on oublie que c'est 2 ans plus tard. Par exemple, ça me fait rire, mais là, quand j'ai vu Macron avec voilà, tous les fondateurs sur l'IA, voilà, c'est très bien de faire tout ça, mais bon, voilà. Est-ce qu'on va réussir à rattraper le retard? J'en suis pas sûre. Donc voilà, c'est toujours vu comme c'est un peu lent. Un de nos sujets que je voulais aborder, c'est un peu la place des femmes dans la crypto. Donc si t'es pas technique, c'est peut-être un peu plus compliqué. Maintenant, on comprend qu'on a besoin de personnes non techniques pour... Voilà, pour marketing, pour opération, pour en fait, faire grandir l'écosystème tout simplement. Bienvenue sur le podcast de Cryptost. Aujourd'hui, je reçois Faisila d'Hyperlane et on va parler interopérabilité. Comment est-ce qu'on connecte des centaines de blockchains, etc. Faisila, je te laisse te présenter en quelques phrases. Oui, alors c'est Faisila. Je travaille chez Hyperlane depuis 2 ans. J'ai eu mon 2e anniversaire le 6 février. Et je gère les opérations, donc je travaille très proche de John, le fondateur. Je gère le marketing, la finance, tout ce qui est opération. Et on vient de recruter un Head of Marketing, donc j'espère que je ne vais plus m'en occuper, mais les 2 dernières années, je m'en suis occupée avec NoSleep, que vous connaissez peut-être sur les réseaux. Et voilà. Donc je suis très contente d'être là et très contente de pouvoir parler à la communauté française aussi. Est-ce que tu peux d'ailleurs expliquer ce que c'est qu'Hyperlane pour les gens qui découvriraient le projet? Oui, bien sûr. Donc Hyperlane, c'est un protocole d'interopérabilité. Alors, disclaimer, ça fait 8 ans que je le dis toujours, mais je vais le dire. Ça fait 8 ans que je travaille pas en France. Enfin, je n'ai jamais travaillé en France. Donc je fais beaucoup d'anglicisme. Désolée si parfois je galère un peu. J'essaierai de reprendre si jamais. Voilà, s'il te plaît, fais la traduction. Donc c'est un protocole d'interopérabilité. Donc en gros, c'est vraiment comment connecter différentes blockchains, différentes chains, que ce soit les layer 1, layer 2, différents environnements. Voilà. Donc Ok, les différents environnements, c'est Solana, exactement. Ethereum, Cosmos, etc. Exactement. Ok, parce que donc l'interopérabilité, c'est connecter en fait toutes ces chaînes-là qui se parlent pas forcément. Exactement. Parce qu'il y a un problème, on va dire, un problème actuellement, c'est que la liquidité dans la crypto est un peu fragmentée. Chaque écosystème a un peu son... Enfin, chaque blockchain a son propre écosystème. En fait, ces écosystèmes-là se parlent difficilement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que Hyperlane va changer, peut-être par rapport à des bridges un peu traditionnels? Oui, bien sûr. Donc déjà, il faut comprendre, donc voilà, pour les auditeurs, donc quel est le problème des blockchains? Donc déjà, par design, une blockchain n'est pas interopérable. Donc une blockchain ne peut pas communiquer avec une autre. Donc je raconte toujours l'analogie des ordinateurs, mais c'est un peu comme à l'époque, moi, ma mère, elle a été secrétaire, donc quand j'avais peut-être 7-8 ans, et donc il y avait ce gros ordinateur, et je jouais toujours, j'ouvrais des fichiers Word, mais je faisais tout dans cet ordinateur, quoi. On n'avait pas Internet à l'époque, et voilà. Et en fait, Internet a fait qu'on a pu envoyer donc, les fichiers Word d'un ordinateur à un autre. Et ben, c'est exactement pareil, la blockchain. Donc en fait, imaginez un blockchain comme un ordinateur où vous pouvez faire plein de choses à l'intérieur de cet ordinateur, mais en fait, vous ne pouvez pas, par design, envoyer à un autre ordinateur. Et pourquoi ça a été créé comme ça, je ne sais pas. Je ne suis pas forcément assez technique pour connaître les pourquoi de ce design, mais c'est la réalité. Et donc,
on n'est pas les seuls, hein, bien entendu, mais donc comme c'est un vrai problème, parce que dans tous les cas, quand on est un utilisateur, on veut utiliser du Bitcoin, mais on peut vouloir aussi utiliser de l'Ethereum, du Solana, Cosmos. Voilà, on est dans un monde interopérable. Donc pour, on va dire, combattre cette limitation, donc il y a des protocoles dont Hyperlane, mais il y en a d'autres, qui essayent de solutionner ce problème. Donc déjà, ça c'est la base. Qu'est-ce que Hyperlane fait différemment? Donc Hyperlane, ce que j'adore, voilà, je ne dis pas ça parce que je suis Hyperlane, mais c'est qu'on respecte vraiment comment on dit, putain, ethos of crypto. L'éthique, Voilà, l'éthique, l'idéologie de la crypto. Donc c'est quelque chose de open source, donc collaboratif. Donc tout le monde peut vraiment faire des contributions via notre GitHub. Bien entendu, actuellement, on n'est pas encore formellement lancé, on n'est pas formellement un DAO. Donc c'est l'équipe de Abacus Works, donc, dont je fais partie. Donc c'est le Core Development Team. Qui faisons on va dire le plus d'efforts, mais c'est vraiment quelque chose d'open source, collaboratif, c'est modulaire. C'est pour ça que vous avez peut-être dû nous voir au lancement de Celestia. Donc pourquoi c'est modulaire par rapport à la sécurité? Donc on part du principe que chaque développeur sait mieux qu'une solution d'interopérabilité quels paramètres de sécurité ils ont besoin. Donc c'est vraiment un système de sécurité modulaire. Ils peuvent choisir un système de sécurité qui peut être le défaut, un validateur set, comme voilà, très, très basique en blockchain, mais ils peuvent aussi en créer en interne, ils peuvent en ajouter plusieurs en même temps pour avoir vraiment une sécurité voilà, très. Là, on est rentré déjà un petit peu dans la. Ouais, mais je m'ai demandé c'est quoi Hyperlane, je veux dire. On va reprendre un peu depuis, on va dire, essayer la base, le début. Je sais que vous parlez beaucoup de mailbox, donc ça revient en fait aux boîtes mail, j'imagine. Comment est-ce qu'on transfère un actif d'une blockchain à une autre. Donc ça, là-dessus, vous avez donc la team, la core développeur, donc vous avez vos propres développeurs qui vont travailler sur créer des bridges, c'est-à-dire ces ponts qui vont permettre de transporter. Alors ça peut être des cryptos, des tokens, ça peut être des NFT, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle des messages. Et donc les messages, c'est il se passe telle action sur telle blockchain, alors on va réaliser telle action sur une autre blockchain. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la force d'Hyperlane là-dessus, c'est que n'importe qui peut créer ses propres ponts, ses propres bridges, et qu'on n'est pas obligé d'utiliser celui que la team Hyperlane a développé. Exactement. Et donc ça, c'est grâce au côté open source. Donc vu que c'est un framework, donc vraiment, il y a de la documentation qui est aujourd'hui en ligne. Donc chaque développeur peut utiliser on appelle ça des warp routes. Donc c'est des routes. On n'appelle pas ça des bridges. C'est pas notre vocabulaire en tout cas en interne. Mais chaque personne peut utiliser des warp routes qui sont déjà très, on va dire, déployées par d'autres teams. Mais si par exemple une route n'a pas été déployée, ils peuvent le déployer eux-mêmes. Donc c'est effectivement la force d'Hyperlane et c'est pour ça qu'on dit qu'on est permissionless deployment, donc des déploiements sans permission, je présume. Et ouais, donc c'est tout à fait vrai. Ok, donc ça veut dire qu'en fait, n'importe qui peut lancer une route, donc un bridge, on va simplifier, on va dire bridge, entre une blockchain A et une blockchain B. Tout à fait. Donc, parfois, c'est plus compliqué lorsque l'environnement n'est pas déjà actif, on va dire. Donc actuellement, on a Ethereum, Solana avec C-Level et Cosmos avec Cosmwasm. Et on a aussi le Cosmos SDK qui est en préparation. Donc disons que ces trois environnements, c'est très facile. Mais imaginons c'est un quatrième environnement, j'ai pas... Peut-être Move, vu qu'on n'est pas encore sur Move. Donc, si une personne souhaiterait faire une connexion avec Hyperlane de Move à Cosmos, c'est tout à fait possible, mais ça va prendre plus de temps. Et c'est justement l'idée d'Hyperlane, c'est notre objectif pour cette année, c'était déjà l'objectif pour l'année dernière, c'est de réduire ce temps de déploiement. On veut vraiment que ce soit, la vision, c'est que chaque déploiement puisse se faire en quelques heures.
Donc, c'est vraiment notre vision. Ok. Et si j'ai bien compris, si moi je veux créer une route entre Ethereum et Base, par exemple, pour un token en fait, qui n'existe, un token que j'ai lancé moi, c'est moi qui vais devoir apporter la liquidité sur la route. Exactement. Ok. C'est exactement cela. Et donc ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Ça a aussi ses inconvénients. Est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus, sur les avantages que ça a et les inconvénients? Les avantages, c'est la rapidité. Donc, c'est surtout voilà, c'est peut-être quickest way to go to market. C'est le plus rapide. Voilà, c'est le plus rapide. Après, on a un exemple que je peux donner, c'est Trump. On a fait ça et il n'y avait pas de liquidité. Donc au final, on le met à disposition, mais c'est aussi un peu l'idéologie, je dirais, de free market. Parce que là, pour Trump, par exemple, c'est vous qui avez développé donc, exactement, le bridge. Exactement. Mais vous avez peut-être mis, je sais pas, 10 ou 100 tokens Trump. Et donc, au final, il n'y avait pas assez de tokens pour permettre tous ces transferts. Parce que les tokens, juste, tu peux revenir dessus, ils sont bloqués sur la chaîne sur laquelle on veut partir et ils sont émis sur la nouvelle chaîne. Il y a ce système-là, si tu peux juste revenir un petit peu là-dessus. Alors ça, je te le dis, j'ai pas trop envie parce que je vais galérer. Ok. Ouais, je vais galérer. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que par exemple, j'ai 100 tokens Trump sur Solana. Ouais. Je vais les bloquer en fait sur Solana et je vais mettre des nouveaux tokens sur Base, oui, par exemple. Mais le truc, c'est qu'on n'a pas que ça. Okay. Donc, et ça, c'est on va dire la base, c'est un peu le default, mais je sais qu'on a d'autres façons de faire. D'accord. Mais ok. Je pourrais pas te le dire honnêtement. Ok, bon, c'est pas grave, on regardera, on creusera dans la doc. Ouais, honnêtement, ouais. Il faudrait avoir quelqu'un un peu plus technique, honnêtement. Ok, ça marche. Et du coup, alors sur les avantages et les inconvénients, tu avais dit donc inconvénient, la liquidité. Oui, alors, donc les inconvénients, c'est tout simplement, après, il n'y a pas d'usage en fait. Ça, c'est le main inconvénient. Oui, que les gens n'ont pas besoin de déplacer du Trump, en tout cas, d'une blockchain à une autre. Oui. Exactement. Mais après, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est effectivement quelque chose qui nous est souvent demandé, surtout par rapport à Stargate et à Portal de Wormhole, qui ont justement cette liquidité. Voilà. Et donc, c'est notre grande différenciation. Alors nous, on se positionne comme un framework. Et c'est vraiment... c'est vraiment ça. On donne les outils pour que les développeurs build ce qu'eux ont à build. On ne se considère pas comme un bridge. On le dit d'ailleurs, on n'est pas un bridge. Tu peux bridger avec Hyperlink, yes, you can do it. Be my guest. Mais on n'est pas un bridge. En revanche, il y a des différentes façons de contourner donc ce peut-être défaut pour certains de ne pas avoir cette liquidité, c'est par rapport aux intents. Je ne sais pas si tu es familier avec tout ce qui est intents. Un petit peu, mais je veux bien qu'on revienne sur comment. En fait, c'est plutôt que on va donner la finalité, c'est-à-dire je veux transférer mes cryptos de telle blockchain à une autre, mais je ne veux pas choisir quel outil je veux utiliser, etc. Exactement. Donc c'est vraiment simple, et d'ailleurs c'est ça qui me fait tellement rire parfois dans la crypto, c'est qu'on complique des termes qui sont pourtant très faciles. Donc c'est intent, c'est vraiment mon intention, c'est quoi? C'est j'ai envie de swiper de Ethereum pour de Base à Arbitrum. Voilà, c'est ça. Je donne mon intention et quelqu'un s'occupe de tout pour moi. Et c'est vraiment une amélioration de l'utilisateur, de l'expérience utilisateur. Ouais. Parce que je ne vais pas cliquer sur 1000 connect your wallet, sign this, sign that, quelle chain. Donc c'est juste vraiment, je émets une intention, donc un intent, et quelqu'un s'en occupe pour moi. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. Pourquoi? Parce que on le voit comme une façon éventuellement de contourner cette liquidité. Parce que si on aide les protocoles d'intent,
si on leur donne un framework également qui leur permette de s'occuper de cette partie-là d'une super façon pour que les utilisateurs n'ont rien à faire, en fait, pas besoin de liquidité, quoi. C'est pas notre, comment on dit, c'est pas notre, non, c'est pas notre corps de métier. Ok. C'est pas notre corps de métier. Ok, donc contrairement à Layer 0 qui eux ont un peu leur bridge Stargate, vous proposez plus des outils pour que les développeurs ou pour que les équipes ou pour que les développeurs dans des applications puissent intégrer facilement des routes et des bridges. Donc ça, c'est exactement ça. Ok, d'accord. Parce que c'est vrai que quand on regarde aussi au niveau des frais, il y a souvent cette question-là qui revient. Pourquoi est-ce que Hyperlane, c'est aussi cher par rapport à d'autres protocoles comme Layer 0, alors Stargate, etc. D'accord, intéressant. Non, je n'ai pas forcément de réponse. Alors, je sais plus ou moins les frais de fees. La marge qu'on se prend, ce n'est pas forcément énorme. Hein. C'est, je dirais, 0,5, peut-être 5 centimes par message, 50 centimes par message, si je me souviens bien. Et je pourrais regarder ça vite fait. Ok. Pour être sûr des... Tu veux que je regarde? Oui, si tu... Oh non, tu regarderas. Parce que je veux bien... Mais je crois que c'est 50 centimes par message. Bon, est-ce qu'on est plus cher? Je t'avoue que je peux... toi, t'en penses quoi? On est plus cher? Quand je transfère des crypto-monnaies en utilisant Hyperlane, c'est vrai que souvent, comparé à d'autres solutions comme Relay ou des bridges un peu plus traditionnels, souvent vous êtes quand même un peu plus cher. Après, des fois, on trouve des routes, on trouve des choses qui sont que disponibles via des solutions qui implémentent Hyperlane. Hein, parce que c'est aussi la force d'Hyperlane, c'est que quand on veut trouver des routes un petit peu qui ne se trouvent pas facilement sur d'autres solutions. Oui, voilà, c'est un peu notre stratégie justement, d'être là où les autres ne sont pas. Écoute, je regarderai. Après, bon, il y a beaucoup de frais qui sont aussi mis par les builders, tu vois, les développeurs. Parce qu'encore une fois, ça aussi, c'est très modulaire et c'est très flexible. Donc, il y a une partie où c'est eux aussi qui fixent les frais. D'accord, allez. Donc, bon, je pense que... ça va dépendre des solutions. Exactement. Donc, je serais intéressée de pouvoir, qu'est-ce qu'eux mettent aussi. Et si vraiment c'est nous qui sommes plus chers, ou alors c'est juste les clients, quoi. Okay. Donc en gros, pour revenir au ASM, donc Hyperlane, il y a différents types d'ASM. Il y a le validator set, c'est le default one. Donc c'est-à-dire quand on va développer une route, que ce soit nous ou une personne tierce, on leur demande d'avoir minimum, donc default, un validator set. Et donc là, on a un set de validateurs avec qui on bosse. Et donc, on leur dit, est-ce que vous êtes intéressés pour sécuriser cette route? On leur demande. Donc, s'ils peuvent, donc on les ajoute. Sinon, voilà. Et ensuite, le projet en lui-même va continuer. Soit c'est pas assez. Donc, ils vont ajouter, on veut en fait rajouter ce paramètre-là, on veut un light client. You do you. Voilà. Donc, tu peux rajouter plusieurs paramètres, les assembler. Ou alors le validator set. Ok. C'est pour ça que tu dis que c'est modulaire. En fait, chacun choisit. Exactement. Mettre dessus. Ouais. Ok. Et c'est assez simple d'utilisation, par exemple, pour les développeurs. Un développeur, en termes de documentation, de toute façon, tout est expliqué sur de la doc. Mais nous, en interne, on en a fait un et a priori, c'est assez facile, assez simple. Bon, ça va alors. Alors, c'est vrai que l'expérience utilisateur est très, très important pour nous et notre main user are developers. Donc, ça veut dire que c'est très, très important pour nous, les développeurs. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'idée, c'est vraiment des déploiements pas instantanés, mais avec le moins de lignes de code possible, que ça ne prenne pas des heures, ça ne prenne pas des jours, des semaines, des mois, que vous le fassiez, que les développeurs le fassent rapidement. Ouais, après c'est ça, vos utilisateurs finaux, vous de toute façon c'est les développeurs, et ensuite ce développeur-là va permettre à des utilisateurs d'utiliser ces solutions. Tu as des cas d'usage un peu sympas à nous présenter, un peu grand public, autre que peut-être juste du bridge, entre guillemets. Je crois que c'est Trezor. Oui, Trezor, le gaming. Ouais, on a du gaming. On a bossé pour des Oracle feeds. Des oracles. Des oracles, voilà. Donc ça aussi, c'est un use case. Donc c'est tout ce qui est
cross-chain oracles. Donc, malheureusement, au final, ça a été annulé, mais on avait commencé, donc ça serait un use case assez sympa. Quoi d'autre qui n'est pas token? Gouvernance, je crois que c'était en 2023, si je me souviens bien, en juillet, parce que je me souviens, j'étais à Londres. Donc, gouvernance multi-chain. Ouais, l'idée, c'est que tu as des tokens sur n'importe quelle blockchain et tu peux voter pour des votes de gouvernance. Donc voilà, gouvernance, gaming, Oracle. Voilà, je crois que ça, c'est les 3 use cases non bridging auxquels on a bossé un petit peu. Ok. Je crois. Et toi, à terme, tu vois quoi? Tu vois des super apps un peu émergées qui seront en fait sur toutes les blockchains en même temps et que, on s'en foutra d'être sur telle ou telle blockchain. Nous, juste ce qu'on voudra faire, c'est faire telle action et on s'en fiche que ce soit sur telle ou telle blockchain là-dessus. Ben, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je pense qu'encore une fois, ça dépend du type d'utilisateur. C'est jamais un utilisateur qui devient une généralité. Quand tu vas chez Zara et que je vais chez Zara, on va pas aller vers les mêmes choses, tu vois. Et pourtant, on est dans le même magasin. Donc, je pense qu'il n'y aura jamais une façon d'utiliser la crypto. Il y aura des façons. Donc, je pense que c'est mon point de vue qui n'engage que moi. Mais je pense que les chaînes vont rester quand même importantes. Il y a certaines affinités avec des chaînes. Parfois idéologique, voilà. Le Bitcoin, ça reste une idéologie. Que je pense pas que ce sera, oui, on va faire CSI, on ne saura pas quelle chaîne. J'y crois. Personnellement, je ne le vois pas, ce futur-là. Je vois un futur où les friction points des utilisateurs seront très réduits. Et l'utilisateur sera... L'expérience utilisateur, encore une fois, sera améliorée. Ok, ces points de friction, pour toi, c'est pas forcément d'avoir une seule blockchain un peu unifiée, globale, qui te permette d'éviter des changements, justement, de chaîne, etc. Non. De pouvoir basculer. Non. Et surtout, honnêtement, ça va aussi un peu à l'encontre de ce que Hyperlane croit. Pourquoi Hyperlane a vraiment marché l'année dernière? Ça a été vraiment l'année où on a vu le plus de croissance. Ça vient d'une vision que les 2 fondateurs, donc John Cole et Nam, ont eu déjà il y a 3-4 ans. Ils étaient sûrs qu'il allait y avoir une prolifération des chains. Ils ont dit, voilà, il y aura une prolifération des chains. La façon dont actuellement les protocoles d'interopérabilité sont faits, c'est très permissionné. Tu dois leur demander leur autorisation, tu dois il y a beaucoup de négociations, de sales, ajoutez-moi votre roadmap. Il y a aussi beaucoup de oui, d'accord, mais ça coûte 150 000, 200 000 euros l'intégration. Donc, via ce principe-là, ils se sont dit, voilà, nous on sait, et voilà, les trends sont là, on sait qu'il va y avoir une prolifération des chains par rapport au block space. Que voilà, ce manque de block space, tout le monde veut son block space, et la seule solution à ça, c'est d'avoir sa propre chain. Donc, ils se sont dit, voilà pourquoi il va falloir créer ce framework qui permet à toutes ces chaînes de connecter rapidement les unes avec les autres. Donc, avoir une chain unifiée, non, mais avoir toutes ces proliférations de chains qui s'unissent facilement, oui. Ok. Actuellement, vous reliez plus de 100 blockchains, c'est ça, il me semble? 130 maintenant. 130? Ouais. Ok. Ça va merci vite. Paul, merci Paul. Ça va vite. Et actuellement, tu saurais dire, toi, combien d'applications utilise Hyperlane? Vous avez un peu un tracker là-dessus de nombre de développeurs qui utilisent et qui construisent sur Hyperlane? Alors, c'est une très très bonne question. On ne traque pas le nombre de développeurs. Ce qu'on traque, c'est le nombre de messages. On a un Dune dashboard qui est donc, voilà, on est on-chain. De toute façon, on est 100% on-chain. Donc, tout est traçable. Donc, on traque plutôt donc, messages, les contracts, active contracts. On traque un petit peu
les volumes, mais c'est pas notre premier metrics. J'ai plus de 5 milliards, je crois. Oui, un peu plus de 5 milliards. Mais on traque plutôt le nombre de messages. Donc actuellement, je crois depuis l'année dernière, on a fait 9 millions de messages, si je me souviens bien. On peut regarder sur le site. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment ça. Et donc on est actuellement quand même le deuxième sur le marché après Layer Zero. Donc en termes de market share, part de marché. Donc en termes de messages. Donc voilà, donc ça dépend quelles métriques ils prennent. Je sais que Wormhole, par exemple, je pense première métrique, c'est le volume. C'est pas notre métrique. Nous, on considère que les messages, c'est ce qui montre la part de marché. Et voilà. Et donc actuellement, on est deuxième. Donc les chiffres de janvier, je crois que c'était 31% de part de marché et 60% Layer Zero et le reste voilà, entre pas grand-chose, quoi. Wormhole et Axela. Ok, et Layer Zero, c'est beaucoup moins open source et permissionless que Hyperlink. Exactement. Et surtout, pour les builders, c'est assez permissionné, c'est assez cher. On a beaucoup d'exemples de builders qui, voilà, l'intégration. Il y a des fees qui sont integration fees, ça peut vraiment arriver 100 000, 150 000 dollars. Voilà, et quand tu es, je pense, une petite start-up, voilà, tu n'es pas forcément la priorité de Layer Zero, ce que je peux comprendre, parce que c'est quand même une entreprise qui a fait beaucoup et qui est là depuis, je dirais 4 ans. Donc voilà, et donc c'est un peu plus compliqué pour ces autres chains, et donc voilà, donc après, ils viennent vers nous. Et le truc, c'est qu'ils n'ont même pas à venir vers nous. Vu que voilà, tout est open source, ils ouvrent notre doc. Parfois, il y a des questions, bien entendu, on est là. Join our Discord, on est toujours available. Mais voilà, donc c'est même. En fait, l'idée, c'est Hyperlane, ne nous parlez pas. Ne nous parlez surtout pas. Parce que si on vous parle, c'est-à-dire qu'il y a un problème, logiquement. Voilà, vous avez besoin de questions. Mais l'idée, c'est que vraiment, vous trouvez tout en ligne. Ok, et c'est quoi votre business model? Alors, vous prenez des frais, j'imagine, sur les transferts, c'est ça? Alors, pas vraiment. Alors, on prend des frais de relayer. Donc, en fait, tu as parlé du système de mailbox. Donc, en fait, le mailbox, comment marche Hyperlane techniquement? Donc, en fait, il y a un smart contract sur une chaîne A et il y a un smart contract sur une chaîne B. Et donc, ça s'appelle les mailbox. Et pour s'assurer qu'un message est bien passé d'une chaîne A à une chaîne B, tu as un bot qui est off-chain, donc qui n'est pas on-chain, qui s'appelle un relayer. Ouais, c'est ça. Voilà. Et notre business model, c'est très simple, c'est qu'on dit aux builders, on va être votre relayeur. Voilà. Donc, vous n'avez pas à vous occuper de s'assurer que les messages sont bien passés. Vous n'avez pas à vous occuper de ça. On a l'infrastructure pour vous. Voilà, tout simplement, on le fait pour vous. Et en tant que relayeur, on prend un fee. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que ce n'est pas du tout obligatoire. Donc, c'est juste un service qu'on offre. Et c'est la façon dont on fait notre chiffre d'affaires. Mais chacun peut, encore une fois, de façon permissionless, open source, être son propre relayeur. C'est juste que c'est peut-être plus sécurisé si c'est vous qui le faites que... Non, pas forcément sécurisé. Ça n'a rien à voir avec la sécurité. C'est vraiment voilà, c'est pas leur corps de métier. Tout simplement, si vous êtes, je sais pas, Index, voilà, vous voulez vous focaliser à... avoir des top Oracle fees, voilà, avoir une top user experience pour des trading, voilà, vous n'avez pas forcément envie de vous n'avez pas forcément envie de vous occuper de ça. Donc c'est juste ça. Donc c'est la priorité developer capacity de chaque. Je suis désolée, je fais énormément d'anglicisme. Je me sens très très mal. Je vais devoir passer du temps en France là. On progressera en anglais. Je vais passer du temps en France, pas du tout. Donc voilà, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai oublié. Tu disais
La capacité des développeurs. Oui, voilà, c'est juste, c'est juste le corps de métier. Donc voilà, quand tu as une team comme Abacus Works, qui est une des core development teams d'Hyperlane, qui offre de s'occuper de tout ça. Généralement, il y a quand même une certaine force de proposition. Oui, puis ça te décharge, toi tu peux faire exactement, autre chose et toi tu t'occupes de ton corps de métier. Mais encore une fois, c'est juste une offre, donc ce n'est pas du tout obligatoire et il n'y a pas de frais. Donc c'est vraiment, donc on va dire, voilà, si une team nous dit ok, s'il vous plaît, je veux que vous soyez mon relayeur, donc on va seulement prendre donc des frais de passage de message. Mais il n'y a pas de frais d'intégration, il n'y a pas de coût, il n'y a tout simplement pas de coût. Et si une team ne veut pas qu'on soit leur relayeur, c'est aussi tout à fait possible. Si tu ouvres la documentation, là, tu peux tout de suite ouvrir et être un relayeur. Ça peut aussi faire un passive income et tout ça. Donc, c'est tout à fait possible. Et il y a des teams, ça qui est super intéressant, par exemple LogX, qui a tout fait de façon permissionless. Ils ont lancé les routes Hyperlane sans nous. Ils ont lancé leur relayeur sans nous. Donc, on peut penser, vous ne faites pas du tout d'argent là-dessus, quoi. Mais en fait, bien entendu, c'est intéressant de faire du chiffre d'affaires, mais ce qu'on veut vraiment, c'est que Hyperlane soit vraiment déployé le plus possible. Donc, pour bien entendu gagner en part de marché, pour que en fait, les développeurs, parce que c'est aussi un gage pour nous, un seal of approval, tu vois, quand tu vois une team comme LogX qui fait vraiment tout, c'est une façon c'est quelque chose qui prouve notre message. Et que ton produit est bon s'il est utilisé. Et surtout qu'il est permissionless et voilà, vous n'avez pas besoin exactement, vous n'avez pas besoin de venir nous parler. Ok. Et les autres concurrents, il y a qui à part vous et Layer 0, Axelar peut-être? Layer 0, Wormhole, Axelar, oui. Voilà. Mainly. Ouais. Voilà. C'est pas forcément si compétitif que ça, si, c'est quand même un écosystème. Il y a beaucoup de players, mais il y en a qui sont un peu moins, qui sont peut-être un peu moins compétiteurs pour nous. Mais... Ça fait des années qu'on entend l'interopérabilité, c'est l'année de l'interopérabilité, etc. C'est vrai que ça se fait un peu attendre, ou en tout cas on en entend assez peu parler. Au final, vous œuvrez un peu dans l'ombre. C'est intéressant ce que tu dis, parce que depuis Bangkok, DevCon, tu y as été d'abord d'ailleurs, non? Ok. J'étais à DevCon et en fait là-bas, depuis DevCon, la fondation Ethereum a commencé à reparler de l'interopérabilité. Et juste hier, donc il y a un L2 Interoperability Working Group, parce que maintenant tu sais très bien que même l'interopérabilité entre les L2, c'est pas facile. C'est pour faire des standards un peu. Voilà, exactement. Simplifier. Exactement, pour vraiment. Et donc hier, il y avait d'ailleurs un call à ce sujet, très intéressant. Donc voilà, donc ça redevient un peu au centre des discussions depuis il y a quelques mois, novembre. Donc hier, il y a ce call-là. Voilà. Et d'ailleurs, toi, comment tu vois un peu Ethereum actuellement avec tous les problématiques qui sont entre guillemets soulevées? Est-ce que toi, tu penses que la fondation et de manière générale, Ethereum traverse des difficultés, mais que l'on s'en relevait au fur et à mesure? Est-ce que tu penses aussi que c'était la bonne stratégie de multiplier les layers 2, quitte à dévaluer l'intérêt un peu du réseau Ethereum? Écoute, je ne sais pas si c'est parce que j'habite à New York et que je suis devenue un peu américaine, mais c'est vrai que j'ai ce concept vraiment de free market. Donc, c'est-à-dire que le marché se régule lui-même et c'est quelque chose que peut-être c'est mon patron qui m'a un peu trop mis dans la tête. Mais je pense pas, déjà personnellement, et c'est quelque chose que je te disais un peu offline, il y a beaucoup de choses du monde crypto que je trouve très bruyant, noisy, beaucoup de scandales, beaucoup de brouhaha, beaucoup de polémiques, beaucoup de discussions. Et parfois, je vais me dire, c'est bon, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est bon. On est tous en train de build. On est en train d'essayer de faire changer les choses. On est en train d'essayer, comme hier, le working group, ils ont reconnu que l'interopérabilité, c'était peut-être un peu tard. Je dis pas que voilà, c'était
Ils sont, voilà. Je pense que généralement, dans tous les cas, je travaillais dans une grosse boîte pendant 1 an et c'est pour ça que je suis partie. Quand il y a quelque chose de grand, je pense que je l'imagine un peu comme ça, l'Ethereum Foundation, surtout que c'est décentralisé, enfin quoique. Mais voilà, il y a beaucoup de proposals, de questions, de forums. Ça prend plus de temps, malheureusement, à décider. Voilà pourquoi je pense que il y a eu beaucoup de discussions, oui, ils ne font pas les choses de la bonne façon, tout ça. Bon, bref, tout ce que je voulais dire, c'était que dans tous les cas, c'est une fondation, voilà, ça prend plus de temps, ils veulent le faire de façon assez démocratique, décentralisée, donc ils essayent d'écouter, et surtout ils sont très collaboratifs. Par exemple, le call auquel j'étais présente hier, donc c'est vraiment, voilà, c'est poser le problème, il y a un problème d'interopérabilité entre L2, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble, collaborativement. Donc, il y a plusieurs calls, il y a plusieurs proposals. Donc, ça prend du temps. Donc, je pense que c'était ça aussi un peu les critiques envers la Fondation Ethereum. Mais je pense que c'est pour ça que, après, Vitalik a un peu dit « Ah, c'est moi, au final, c'est moi, je décide. » Ouais, ça a fait un petit peu un... Ouais, mais la réalité est vraiment que, voilà, ils se veulent quand même assez justes. Et donc, ça prend du temps. Ça prend du temps, surtout quand on essaye de faire les choses bien. Si une personne seule décide, oui, je veux faire ci, c'est rapide. Mais là, malheureusement, voilà. Et la prolifération de chaînes, justement, est-ce que c'est un débat que vous avez, vous? Est-ce que vous dites, il y en a peut-être, enfin, ça sert à quoi Inc? Je vois par exemple Inc de Kraken qui lance sa propre blockchain, Soneum de Sony. Enfin, il y en a des dizaines et des dizaines. Et au final, on se rend compte qu'il y a assez peu d'utilisation ou d'utilité pour le moment, en tout cas. Oui, pour le moment, bien sûr. Ouais. Donc ça, c'est souvent quelque chose que John dit. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs, mais parce que on build toujours pour les mêmes personnes. Donc c'est aussi, on va augmenter le nombre d'utilisateurs, lorsqu'on va augmenter le nombre de personnes qui utilisent la crypto. Mais là, voilà, factuellement, on est très très peu. Et c'est ce que je te disais offline, c'est que on build pour nous, quoi. Pour notre collègue, pour le gars qu'on voit aux conférences. Mais moi, j'ai 90% de mes amis qui ne sont pas dans la crypto. Ils ne savent rien, quoi, sur la crypto. Ils n'ont aucun intérêt. Ils entendent crypto, ils entendent scam. Voilà. Et donc, je suis obligée de leur expliquer non, mais en fait, il y a une industrie technologique. Voilà, ou alors je demande à mes amis, ou alors mes amis me disent « Oh, Fazila, je dois investir dans quoi ?» Je ne sais pas, je ne suis pas tradeuse. Donc, je pense que ce problème de chain qui n'ont pas d'utilité, c'est tout ça, ou alors d'utilisateurs, c'est pas d'utilité de mon point de vue, c'est juste parce que on est encore très, très peu à utiliser la crypto. Ouais, ou en tout cas on-chain. Parce que le parcours, on va dire, un peu classique peut-être d'un utilisateur, s'il arrive, il démarre sur Binance, Coinbase, Kraken, il achète de la crypto. C'est pas de la crypto pour moi. Voilà. Il en garde, soit il revend, soit après peut-être il bascule on-chain. Voilà, c'est exactement ça. Une des stratégies non, ce que je veux dire, Coinbase, quand je dis crypto, pour moi, c'est vraiment tout ce qui est decentralized network. Donc à partir du moment où tu utilises Coinbase ou Binance, c'est pas de la crypto. C'est une façon d'acheter de la crypto, mais c'est pas la crypto. Ouais. Et toi, tu le vois vraiment de cette stratégie. Binance a été les premiers à le faire, d'avoir leur propre chaîne. Base a suivi. Exactement. Kraken. Tu vois vraiment tous les exchanges à terme lancer leur propre blockchain parce que c'est un peu la vie d'un utilisateur. Il arrive sur un exchange centralisé, une plateforme centralisée, et puis à terme, inévitablement, il va aller tester des choses de son côté on-chain. Bah écoute, je ne sais pas trop ce que les échanges veulent faire. Il faut leur demander à eux. Mais en tout cas, oui, on croit fortement à la prolifération des chains. Et encore une fois, ça a été prouvé. Voilà, Inc. qui est lancé, ENS qui lance Namechain. Uniswap avec Unichain. Uniswap avec Unichain. Donc voilà, c'est un fait. Et d'ailleurs, un jour, il y aura une blockchain Hyperlane, peut-être? Alors, ce n'est pas du tout dans notre roadmap. Nous, on se voit comme un connecteur, comme un network of network, mais avoir notre blockchain n'est pas du tout à l'ordre du jour. OK.
Pour revenir un petit peu sur le côté, tu me disais, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de choses un peu dans la crypto qui, voilà, on n'est pas forcément très focalisé sur construire la tech. Et on parlait aussi du lancement du meme coin de Trump, le Trump coin. Comment est-ce que toi tu l'as vu aux États-Unis, parce que toi tu bosses aux États-Unis, à New York. Comment est-ce que tu vois un petit peu tout ça? Comment ça s'est vu là-bas? Alors, bonne question. Alors, bon, le monde crypto, malheureusement ou heureusement, est très pro-Trump. Donc déjà, c'était déjà vu, il y avait une trend avant les élections. Donc, Trump qui gagne, ça n'a pas été une grande surprise. Fort heureusement, pour moi, qui ne suis pas forcément pro-Trump, à New York, c'est plutôt calme là-dessus. Mais c'est vrai que bon, ça a été tous les crypto builders ou founders, peut-être un peu plus, se sont vraiment réjouis de sa victoire. Et écoute, après il a lancé sa crypto 2 jours, je crois, avant l'inauguration. Sa femme qui lance 1 jour avant, donc c'était un peu chaos. Le chaos, C'était un peu du n'importe quoi, je vais pas te mentir. Oui, donc Trump, les founders qui sont plutôt pro-Trump, j'imagine que donc tu disais que c'était parce que évidemment il a, on va dire, embrassé la crypto. Bah oui, c'est ça. Voilà, il a vu l'opportunité. Et aussi les founders, c'est parce que avec le gouvernement Biden et notamment Gary Gensler, aucun projet pouvait lancer de token, c'était extrêmement compliqué. Ça va faciliter la régulation. Enfin, voilà, c'est l'espoir parce que tous les fondateurs, les entreprises américaines ont dû trouver des solutions pour justement éviter au max de se faire considérer comme des émetteurs de sécurité. Sinon, le SEC est derrière toi. Je crois qu'ils sont même... je crois que c'était fin d'année dernière, ils ont poursuivi Uniswap, si je me souviens bien. Oh, ils ont poursuivi un peu tout le monde. Un peu tout le monde, voilà. Donc c'était vraiment un... OpenSea. Voilà. Oui, parce qu'il y en avait beaucoup qui lançaient leur token, mais pas pour les Américains. Du coup, je crois que c'était Eigenlayer qui a dit pas pour les Américains. Exactement, voilà. Donc après, on appelle ça des geoblocks. Donc des blocages par adresse IP, voilà, géolocalisés. Donc voilà, donc c'était une sorte de sentiment un peu anxiogène. Et là, donc, le fait qu'il soit très pro-crypto, voilà, ça a été, bien entendu, quand même, dans le monde de la crypto, ça a été un soulagement pour, justement, encore une fois, ce sentiment de peur. Est-ce que je peux faire si on va ouvrir notre société à l'étranger, au mieux, voilà. Donc là, on espère que ça va pouvoir se refocaliser sur les États-Unis. Ouais, c'est ça, parce que un des seuls avantages qu'avait l'Europe, entre guillemets, enfin des seuls, je sais pas, tu vas me dire, toi, un peu la vision que tu as sur l'Europe, mais c'est que quand on discutait avec d'autres founders français qui étaient aux États-Unis, c'était... ils se posaient la question de est-ce qu'on va rester aux États-Unis, est-ce qu'on va pas partir ailleurs. Et l'Europe était une potentielle terre d'accueil. Exactement, l'Angleterre par exemple était. On avait vu A16Z qui ont ouvert un bureau là-bas. Bon, ils l'ont très vite refermé. Bon, écoute, moi j'adore l'Europe. De mai à septembre, vous allez me trouver sur les côtes. Ça c'est sûr. Après, c'est vrai que tu as toujours un peu l'impression que c'est un peu plus pessimiste. Surtout, je le vois depuis que j'habite aux États-Unis, les Américains sont très optimistes. Et voilà, quand ils veulent un changement, ils le changent. Quand ils veulent quelque chose, ils le veulent. Ils font tout pour l'obtenir. Voilà, c'est quand même une détermination qui est assez remarquable. Voilà, l'Europe, selon les Américains, c'est un peu plus lent. Voilà, ça prend plus de temps. Ça prend des décisions parfois 2 ans plus tard. Et quand on les prend 2 ans plus tard, on s'applaudit de les avoir pris. Mais on oublie que c'est 2 ans plus tard. Par exemple, ça me fait rire, mais là, quand j'ai vu Macron avec voilà, tous les fondateurs sur l'IA, voilà, c'est très bien de faire tout ça, mais bon, voilà. Est-ce qu'on va réussir à rattraper le retard? J'en suis pas sûre. Donc voilà, c'est toujours vu comme c'est un peu lent. C'est un peu lent. Et même, tu vois, bon, je peux pas donner trop de détails, mais quand je bosse sur des sujets
où j'aide la fondation au niveau réglementaire, bah, la MICA voilà, nous impose certaines choses. Et bon, tu vois ça, c'est très arriéré, quoi. C'est très arriéré. Il y a des règles pour tout. Même la façon d'écrire un white paper, tu dois respecter certaines règles et tu as l'impression d'être dans une entreprise qui a que 50 ans. Voilà. Là où on est bon, nous, c'est pour la régulation, de toute façon. Voilà, c'est ça. Donc, bon, je comprends, hein, il faut protéger les utilisateurs, les investisseurs, je comprends, on parle d'argent. Mais bon, je pense qu'on peut trouver quand même des façons de le faire un peu mieux. Bon. Ok. Et tu le vois aussi dans les discussions que vous avez avec les projets, hein, quand vous discutez avec un projet américain versus un projet européen ou asiatique, d'ailleurs? Non, pas forcément. Non, ça va? Pas forcément, non. Non. Ok. Non. Nous, on est, encore une fois, Hyperlane est notre open source. Tu l'ajoutes dans ton protocole, tu joues avec, peu importe où tu es. Ok, il n'y a pas de... Non. Il n'y a pas de boîte européenne ou de projet qui viennent vous dire « Oh là, il faudrait faire ça, ceci, pour rentrer dans les clous de je sais pas quoi ». Ok. Pas du tout. Par contre, j'avais un super cas d'usage. Bon, ça n'a pas marché. Mais il y avait une entreprise qui demandait de bloquer des pays de l'OFAC, au FAI. Ouais, sous sanctions américaines. Voilà. Et ça, par exemple, ça aurait été possible avec Hyperlane, via les sécurités modulaires. De rajouter des paramètres. Voilà, par exemple, tu nous donnes des adresses. Bon, faut au préalable peut-être les connaître, les adresses. Mais à part ça, pas forcément, non. Ok. Et l'Asie, vous voyez ça comment des États-Unis Ouais, bah écoute, on vient d'embaucher un représentant pour l'Asie, donc qui est basé à Hong Kong. Donc ouais, c'est super important. Bon, j'espère qu'on... Voilà, moi qui bâchais la France, ça va être toujours trop tard. J'espère que nous aussi, on n'est pas trop tard là-dessus. Mais voilà, donc l'Asie, très important, Chine, Corée. Et un de nos sujets que je voulais aborder, c'est un peu la place des femmes dans la crypto. Comment est-ce que toi, tu la vois? Alors toi, tu travailles aux États-Unis. En France et en Europe, de manière générale, bon, il y a des femmes dans l'écosystème, mais il n'y en a pas énormément. Comment est-ce que toi, est-ce qu'il y a des différences aux États-Unis? Il y a beaucoup plus de femmes qu'en Europe. Est-ce que toi, tu vois ça ou Alors, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence. Je pense qu'honnêtement, il n'y a pas beaucoup de femmes dans la crypto. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans des positions de leadership, encore moins. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et aussi, ce n'est pas un environnement qui est peut-être très accueillant pour les femmes. Donc, ce qui explique pourquoi il n'y en a pas tellement. Déjà pour l'utilisateur final, on va dire, disons qu'une personne, Aline, parisienne, de 32 ans, qui ne connaît pas grand-chose à la crypto, ça peut déjà être un peu compliqué de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, comment acheter mon premier bitcoin, mais qu'est-ce que ça veut dire, mais où est-ce qu'il est que je peux le retirer? Voilà, il y a beaucoup de questions déjà. Voilà. C'est pour ça que Cryptost existe notamment. Bravo. On a besoin de nous. Donc déjà, voilà. Et ensuite, voilà, quand des personnes travaillent comme moi dans la partie technologique, bah, c'est pouvoir se faire une place dans un monde qui est très masculin ou très geek. Donc une grande place pour les développeurs. Donc si tu n'es pas technique, c'est peut-être un peu plus compliqué. Maintenant, on comprend qu'on a besoin de personnes non techniques pour marketing, pour opération, pour faire grandir l'écosystème tout simplement. Mais c'est vrai que au départ, c'était très nerd. C'était un peu une echo chamber. Donc c'est pas très attirant pour une femme, je pense. Et ensuite, encore une fois, ce que j'ai dit, c'est le manque de femmes dans des positions de leadership. Et ce manque de femmes fait que les humains ont toujours des biais. Voilà. Donc, c'est-à-dire, et malheureusement, je le vois tous les jours, un homme va prioriser un homme sans forcément le faire exprès. Mais, de manière inconsciente, tu penses ? De manière inconsciente, tout à fait.
prioriser au niveau des entretiens d'embauche, au niveau des projets, au niveau... Parce qu'en fait, on priorise souvent la personne qui nous ressemble. Voilà, il y a une certaine affinité qui se crée, c'est chimique, c'est instantané. Et donc, encore une fois, on dit des biais en français, non? Voilà. Ce sont des biais qui sont, encore une fois, pas forcément... Voilà, c'est pas conscient, c'est inconscient, mais ils sont très présents. Et c'est une amie à moi qui m'a fait une remarque très récemment et j'y avais jamais pensé. Et par exemple, chez Hyperlane, John, donc le fondateur, il me fait toujours trop rire parce que 10 fois par jour, il va nous dire « We gotta win, we're here to win, winning, winning ». Moi, je n'ai jamais entendu autant le mot « winning » que depuis que je suis là-bas. Et en fait, c'est pour motiver les équipes, j'imagine. Oui, mais mon ami me dit, mais tu vois, ça par exemple, c'est un mot qui n'est pas attirant pour une femme. Gagner? Oui. Ah ouais. Et je dis, mais en fait, mais t'as raison, on se dit pas ça, nous. Donc en fait, c'est pas que c'est pas attirant, c'est qu'on ne se reconnaît pas là-dedans. C'est pas une côté, ouais, c'est peut-être attirant, c'était pas le bon mot. On ne dirait jamais ce mot, on ne dirait peut-être pas ce mot. On va se motiver autrement. Il faut réussir, il faut donner de soi, il faut... Tu vois? Okay. Et donc, vu qu'on ne se reconnaît pas, on va dire « Ah ben, c'est pas pour moi ». Donc, en fait, c'est aussi faire attention à comment on aborde les choses pour être un peu plus inclusif. Okay. Donc, il y a des petites choses comme ça et je me suis dit « Mais en fait, tu as trop raison, je n'utilise jamais ce mot, moi. Jamais ». Ok. Et donc, le fait d'avoir plus de femmes à des niveaux de leadership importants changerait les choses, tu penses Totalement, parce que moi, si je te montre le nombre de fois où je leur dis, déjà au niveau des visuels, Hyperlane, on a un astronaute. J'ai dû faire la remarque d'ajouter un astronome féminin. Et encore une fois, ce n'est pas de leur faute, mais la façon dont ils pensent, dans quoi ils vont. Mon collègue a parlé au designer, il faut ajouter des astronautes. Mon collègue est un homme, le designer est un homme. Donc ensuite, ils vont chercher des inspirations sur Internet. Ils cherchent généralement, astronautes, c'est des films liés à l'espace, avec des hommes. Donc voilà, donc après, donc c'est... Voilà. Et si jamais je ne disais pas ça, on n'aurait pas d'astronaute féminin. Et ça arrive tout le temps. Je dois avoir 1000 exemples, même au niveau des recrutements. Je dois toujours dire attention. Dans notre équipe, il y a tellement peu de femmes. Il faut faire attention à ça. Voilà. C'est vrai qu'on fait peut-être des choses auxquelles nous, on ne prête pas attention quand oui, je dis plutôt les hommes. Exactement. C'est pour ça que je vous dis, c'est très inconscient. Parce que, bien entendu, tu es un homme, donc tu vas penser, OK, un homme astronaute. Ah, et après, quand tu dis, ah, mais pourquoi pas une femme astronaute? Ah ouais, c'est vrai. Voilà, mais tu n'y as juste pas pensé. Donc, encore une fois, c'est très inconscient. Donc, je ne dis pas que c'est... Voilà, mais quand tu as une industrie faite à 90% d'hommes, donc ça va être beaucoup de choses inconscientes. Donc, il faut essayer de faire changer les choses. Et même si ça peut paraître ridicule, mais même ajouter une femme dans le visuel d'Hyperlane, c'est sympa, quoi. C'est sympa. Donc, quand une femme, peut-être, va lire et elle va voir une femme en astronaute, elle va dire « Ah, bah tiens, ça me parle déjà un peu plus. » Ok. Et tu parlais aussi des conférences, parce que tu dis qu'il y a, voilà, c'est un écosystème qui est très masculin. Comme toi, tu l'as déjà ressenti de quelle manière dans des conférences Écoute, alors moi, je le ressens souvent. Voilà, donc c'est... Par exemple, je vais donner un exemple. C'était, je crois, cet été. Je sais plus, c'était où. Et donc, je rencontre quelqu'un et je lui dis, je travaille chez Hyperlane. Et la première réaction, c'était, ah, t'es dans les comms. Voilà, et je sais pourquoi. Parce que je suis une femme, je vais dans le marketing. Je dis, non, pas du tout, je gère les opérations. Ah, pardon, excuse-moi, je savais pas. Donc c'est aussi, ouais, c'est souvent, encore une fois, c'est pas très accueillant. C'est un peu, c'est pas, je vais dire, hostile, mais ça peut l'être. Donc, ce besoin de se justifier, c'est ma place ici, je vaux quelque chose. Donc, voilà, c'est peut-être se justifier un peu plus qu'une personne qui est peut-être un peu, voilà, pas aussi bonne que moi, mais aura peut-être moins se justifier pourquoi elle est là, parce que c'est un homme. Ok, intéressant. C'est vrai que ça fait réfléchir aussi à des choses inconscientes. Exactement. Et encore une fois, c'est très inconscient. C'est juste qu'il faut combattre ça. Il faut réfléchir. Voilà. Moi, je vais pas.
je sais pas, je penserais pas dire ça en fait. Je ne vais pas rencontrer une personne, je la connais pas, je viens juste de la rencontrer. Ah, t'es designer. Ça n'a pas de sens pour moi. Pourquoi je vais dire ça? Oui. Voilà. T'es peut-être tombé aussi sur non, mauvaise personne. non, parce que ça arrive souvent. Et cette personne était très gentille, elle est devenue un ami d'ailleurs. Mais ça arrive très souvent. Donc c'est vraiment très inconscient. Et voilà. Et ensuite, les conférences, il y a beaucoup de. C'est très sympa, c'est top. Mais cette année, j'ai décidé de ne pas y aller parce que j'en ai trop fait. C'est un beau moment pour se rencontrer. On se parle souvent via donc, Telegram, Discord. C'est un monde très décentralisé, très remote. Donc c'est une façon pour nous d'être ensemble. Donc c'est vraiment, il y a des côtés incroyables, très positifs. Il y a des côtés un peu moins positifs, mais je pense que dans toutes les industries, quand il y a beaucoup de salons professionnels, parce que ça reste des salons professionnels. Mais bon, voilà, il faut aussi faire un peu attention. Il y a quand même des exemples, je sais, d'amis à moi qui n'ont pas été très bien, pas été très respectés à certains moments. Okay. Donc il faut toujours un peu rester sur ses gardes. Ok. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose en plus? Alors, qu'est-ce que je peux rajouter? Si on veut suivre un petit peu Hyperlane, ouais. Comment est-ce que toi comment on devrait débuter son parcours si on veut s'intéresser à Hyperlane, aller regarder le site, la doc, mais est-ce qu'il y a peut-être des choses même autour de l'interopérabilité, ces choses-là? Bien sûr. Alors déjà, Hyperlane n'est pas, ne sera jamais successful sans que nos utilisateurs, donc je parle vraiment donc des builders et de leurs projets, voilà, que leurs projets sont successful et du succès. Donc il est super important pour en fait comprendre Hyperlane, c'est utiliser les projets qui nous utilisent, parce que pour comprendre Hyperlane, je ne vais pas vous dire, surtout si vous n'êtes pas technique, allez regarder nos docs. Voilà. Si vous êtes technique, très bien. Ça dépend de quelle personne. Si vous êtes technique, allez voir nos docs et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas technique, allez utiliser nos clients. Enfin, je ne sais pas si on va dire clients, mais des applications. Vous avez un Linktree, de toute façon, c'est ça? Exactement. Exactement. Regroupe un peu toutes les applications qui utilisent Exactement. Donc, allez utiliser Stride, Forma, Vélodrome, Renzo, Superbridge. Il y en a tellement que je dois en oublier. On mettra le lien en commentaire. Voilà, donc allez, et voilà, et vous allez voir, vous allez vous faire votre propre avis. Mais voilà, suivez-nous sur les réseaux, donc Hyperlane sur Twitter, X, et Discord, joignez notre Discord, donc on est disponible H24 sur Discord, donc on a une super communauté qui nous aide énormément. Et voilà. Ok. Vous cherchez à recruter ou pas en ce moment du côté d'ailleurs, en Europe, vous avez des personnes avec qui vous bossez en Europe ou vous êtes tous plutôt aux États-Unis? Tu parlais d'Asie, quand vous avez recruté quelqu'un. Alors, on a un bureau à Londres avec 6 développeurs, donc c'est très technique. Sinon, alors c'est un peu bizarre pour la crypto, mais en fait, on n'a pas de remote policy. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai déménagé à New York, tout simplement. D'accord, ok. Pas de remote. Non, pour la pas de crypto, remote. C'est étrange. Ouais, c'est un peu étrange, mais parce que le fondateur John Cole a il pense pas qu'on puisse créer quelque chose de vraiment viable sans être ensemble. Okay. Voilà, il y a vraiment un côté communautaire. Voilà, je suis à côté de mon collègue, je vais aider mon collègue. On va partager nos peines, on va partager nos joies, on va être plus proches les uns de l'autre. Et comme ça, je vais vouloir bosser plus pour lui, il va vouloir bosser plus pour moi. Donc voilà, donc il ne croit pas trop au remote. En soi, j'ai été remote pendant 2 ans, donc avant de joindre l'équipe à New York. Et je vois une grosse différence. Je vois une grosse différence. Entre travailler remotely et travailler au bureau, c'est... Plus efficace au bureau. Ah ouais, carrément. Et c'est même plus sympa, quoi. Avoir une routine, je sais pas, c'est cool. J'aime. Et c'est quoi les horaires à l'américaine? C'est vraiment... C'est midnight to midnight. 24 heures, quoi. 24 heures sur 24, tu dors au bureau. Non, c'est un peu compliqué parce que moi, j'ai une position où je travaille beaucoup avec John. Donc voilà, je suis toujours avec mon téléphone, il peut toujours m'écrire. Avec Jake, mon collègue aussi. Mais sinon, ça reste, arriver à 9h, départ à 5h, 6h.
Ok. Donc ça reste... On entend toujours le mythe de aller aux États-Unis, ils travaillent de 7h à 22h non-stop. Ouais. Après, bon, tu peux. Moi, je suis plus de ce côté-là. Mais ça dépend de qui tu es dans la boîte. Ça dépend des périodes, j'imagine. Et ça dépend. Là, c'est catastrophique. Cette période-là, ça va pas du tout. C'est-à-dire, donc à quel niveau? Je bosse, même toute l'équipe. Ah ouais, c'est tout ce qui se passe actuellement. C'est une période très, très intense. Il y a beaucoup de choses qui vont sortir la semaine prochaine. Bon, quand tu vas poster ça, ce sera déjà sorti. Mais il y a beaucoup de choses super intéressantes qui vont sortir. Donc, Hyperline est vraiment top pour le projet. Ok, super. Bon, on va suivre ça avec attention. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Fédia. Merci à toi. Salut. Ciao.